Europe. Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez ce matin l'ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle, fondateur du mouvement du 1er juillet 2017. Mouvement du 1er juillet qui va se refonder le 2 décembre. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Patrick Cohen. Mais que vous n'appellerez pas le mouvement du 2 décembre. Non, absolument pas. Il y aura un autre, C'était le sacre de Napoléon, le pape n'étant pas libre pour un sacre. On va reparler de ce mouvement, de votre mouvement Benoît Hamon. L'actualité d'abord. Manuel Valls a-t-il raison d'accuser une partie de la gauche de complicité ou de complaisance avec l'islam radical ? Je pense qu'il part d'un bon constat. La remontée incontestable d'un antisémitisme décomplexé dans la société française. Mais la conclusion qu'il en tire... Je pense que cette réalité-là, elle est indiscutable. Comme il y a une remontée du racisme, des comportements intolérants. Mais alors pourquoi avoir affaibli la République ? Pourquoi convoquer la République quand soi-même on a diminué les budgets des collectivités locales ? Ce qu'il faudrait faire, c'est donner davantage de moyens aux associations dont on sait qu'elles font un travail remarquable dans les territoires qui sont les territoires les plus inégaux, les plus pauvres. Ce qu'il faudrait faire, c'est continuer à donner la priorité à l'école et à lui donner tous les moyens de préparer les jeunes, pas simplement... à avoir un métier, ce qui est important, mais aussi à s'ouvrir des perspectives pour toute la vie, c'est-à-dire une vraie éducation humaniste. Ce qu'il faudrait, c'est soutenir les collectivités locales. Et moi, je vois des contradictions entre les constats de Manuel Valls sur le fait que la République fait face à des dangers et en même temps, les réponses qu'il a apportées. Et ensuite, le problème de Manuel Valls, c'est qu'il n'a plus d'adversaire qu'à gauche, aussi, en tout cas dans ses déclarations. Il s'en prend régulièrement à d'autres personnalités de gauche, on l'entend un peu moins s'en prendre à la droite, on le voit très bien dans un gouvernement Macron dans lequel il vote une réforme de l'université qui installe l'inégalité au cœur de l'enseignement supérieur, dans lequel il vote la suppression de l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire il milite aujourd'hui lui-même pour un projet qui est un projet très inégalitaire. Je reste sur le constat un instant. J'ai noté cette phrase de François Pupponi, l'ancien maire de Sarcelles, député PS du Val d'Oise, il y a quelques jours. Dans de nombreux quartiers, les réseaux salafistes sont en train de prendre la place des services publics menacés de fermeture, soutien scolaire, aide sociale. C'est vrai à Stein, c'est vrai à Sarcelles, disait-il, c'est vrai à Trappes aussi. Benoît Hamon. Il y a des efforts considérables pour éviter cela, mais en même temps, on fait objectivement, quand le tissu associatif perd ses contrats aidés, les municipalités perdent les moyens qu'elles avaient de mettre en place des politiques de services publics. Oui, aujourd'hui, vous laissez la place à celles et ceux qui peuvent occuper le terrain. Donc la question de la République, c'est pas juste d'avoir des sanglots dans la voix et d'invoquer les grands pères fondateurs de la République. Il s'agit de mettre des moyens au service public. Et pour commencer aujourd'hui, dégrader le financement des collectivités locales, c'est abandonner le terrain, c'est organiser finalement le désarmement unilatéral de la République face aux menaces qui pèsent sur elle. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis que Manuel Valls aujourd'hui devrait s'interroger sur son bilan de Premier ministre. Oui, mais parce qu'au-delà de ça, la déchéance de nationalité qu'il a lui-même défendue, elle s'est pas simplement, elle a aussi attaqué les valeurs de la République. Imaginez qu'on puisse inscrire dans la Constitution de la République l'inégalité entre les citoyens, c'était faire beaucoup de mal à la République. Donc, objectivement, Manuel Valls n'est pas très bien placé aujourd'hui pour défendre et parler de la République. Si on oublie Manuel Valls, ma question portait aussi sur la complaisance, l'aveuglement d'une partie de la gauche à l'égard de l'islam radical, de l'islam politique, des fondamentalistes. Je récuse qu'il y ait... ça n'existe pas. Il peut y en avoir, mais ça n'est pas un fait politique majeur. Non, je récuse cela. Il n'y a pas aujourd'hui de complaisance à l'égard de l'islam radical. En tout cas, on peut connaître quelques individualités, mais cette bataille-là, à mes yeux, n'est pas la bonne bataille. Ce qu'il faudrait aujourd'hui dire, c'est que l'islam radical, il est présent. Aujourd'hui, il est conquérant dans un certain nombre de territoires. Donc il faut le combattre. Évidemment, et tous les jours, et ne pas laisser un pied de terrain à ces offensives-là. La question est-ce qu'on se contente de le faire sur des plateaux de télévision en disant attention, l'islam radical est là, ou est-ce qu'on le fait en votant des budgets qui permettent aux acteurs de terrain, notamment au milieu associatif, de faire face, qui ne voient pas aujourd'hui que ceux qui font du soutien scolaire, ceux qui faisaient de l'éducation populaire, ceux qui faisaient qui étaient engagés dans la culture et qui ne le peuvent plus dans tous ces quartiers, ce sont les soldats de la République que l'on a finalement tués en quelque sorte. Moi, j'interroge ceux qui aujourd'hui votent les budgets qui conduisent à ces résultats-là. Vous parliez d'antisémitisme, Benoît Hamon, vous connaissez Gérard Filoche, membre du bureau national du PS, auteur ce week-end d'un tweet antisémite. Il a encore sa place dans la vie politique, dans le débat public, Gérard Filoche ?
Ah, pardon, j'ai pas vu. Vous n'avez pas suivi cette histoire? J'ai travaillé tout ce week-end. Vraiment pas suivi. Vous n'avez pas ouvert les journaux, rien. Bon, okay. Non, mais dites-moi, je ne sais pas de quoi. Bon, on va pas résumer l'histoire. Enfin, on va pas perdre du temps à la résumer pour vous. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, Gérard Filoche a posté un photomontage où l'on voyait Emmanuel Macron avec un brassard nazi où le symbole, la swastika, a été remplacé par le dollar, et derrière Jacques Attali, Rothschild, Patrick Drahi, le drapeau israélien, le drapeau américain, montage tiré montage tiré du site d'Alain Soral. Le coordinateur du PS a demandé son exclusion du Parti Socialiste. Si c'est le cas, d'abord je trouve ça accablant, épouvantable. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, si c'est effectivement ça, je trouve ça absolument épouvantable. Je pensais que vous aviez suivi l'actualité et ouvert les journaux ce week-end. On va refermer cette parenthèse. Thierry Marchal-Beck, l'ancien président des Jeunes Socialistes, accusé de harcèlement et agression sexuelle. On peut dire que c'était l'un de vos proches, Benoît Hamon? Je le connais bien, oui, je le connais bien. La réalité, c'est que nous sommes confrontés les uns et les autres à une libération de la parole douloureuse mais saine. Incontestablement, qu'il faut y répondre en sachant comment demain mieux détecter, mieux prévenir. Moi, vous savez, je suis comme la plupart pas seulement des responsables politiques, des individus qui se disent, ou ceux qui se disent aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai raté et en quoi j'ai été fautif à un moment pour laisser finalement des comportements comme cela se développer. Et une des initiatives que nous allons prendre avec le mouvement du 1er juillet, qui est un nouveau mouvement politique, jeune donc, c'est de se poser la question comment détecter, informer et former nos cadres et nos membres. Et c'est la raison pour laquelle je vais écrire aujourd'hui à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État aux droits des femmes, pour lui demander s'il existe aujourd'hui une forme d'évaluation des bonnes pratiques dans le secteur privé, peut-être dans une entreprise comme la vôtre, ou dans le secteur public, pour justement être en capacité de mieux lutter contre le harcèlement ou les agressions sexuelles. Comment faire pour disposer des bons détecteurs qui permettent d'être beaucoup plus vigilants. Et au-delà de ça, ce dont je me réjouis dans ma propre formation. Il vous manque politique. Le mode d'emploi, Benoît Hamon. Dans le cas de Thierry Marchal-Beck, on sait qu'il y a une militante qui vous avait mis en garde en 2015. Qui m'avait mis en garde contre, très vite, le fait qu'il n'avait pas forcément des comportements adaptés, mais sans aller au-delà. Et la réalité, c'est que cette jeune femme avec qui on a parlé, que je connais bien, et parmi les victimes, il y a des femmes que je connais, mais dont j'ignorais qu'elles avaient été victimes. On a refait le film. La réalité, c'est que on est confronté, comme il se passe dans toutes les organisations, à des informations sur le fait que quelqu'un est un séducteur, mais quelqu'un est un séducteur parfois un peu pénible. Et la question est aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait la différence entre ce qui relèverait de la liberté sexuelle, du rapport consenti entre deux personnes, de l'abus de pouvoir, de l'abus réellement qui conduit au harcèlement, à l'agression jusqu'au viol. C'est tout cela dont on doit tenir compte aujourd'hui. Et je vous le dis, moi je me réjouis de quoi ? C'est que si ce sont dans nos familles que la parole se libère le plus, nos familles politiques, c'est parce que les militantes en question ont été soutenues. Elles sont soutenues quand nous les avons accompagnées jusqu'à porter plainte, et parce qu'elles se sentent soutenues aussi, c'est aujourd'hui dans ces organisations que la parole se libère. Et ça, je m'en réjouis, mais je le dis, pourquoi est-ce que je me tourne vers Marlène Schiappa ? Parce que je voudrais savoir si, dans le secteur privé, dans les services publics, il existe aujourd'hui des dispositifs qui permettent d'être plus efficaces dans la lutte contre le harcèlement qu'ailleurs. Et là-dessus, je n'ai pas encore de réponse, et j'espère que j'en aurai de la part de Marlène Schiappa. En tout cas, c'est une démarche positive qu'on fait vis-à-vis d'elle. C'est pas pour les mettre en situation de se justifier de quoi que ce soit. C'est que j'espère qu'on pourra être accompagné utilement dans la création d'une organisation pour que ce type de comportement ne se produise pas. Rapidement, Benoît Hamon, comment se porte votre mouvement qui va donc se refonder le week-end des 1er et 2 décembre? Il va se fonder tout simplement. Il va se fonder? Oui, il est né le 1er juillet, il va prendre un nom définitif le 2 décembre, donc il ne sera pas le mouvement du 2 décembre, je le dis pour ceux qui me font des plaisanteries sur le sujet, mais qui va surtout se projeter vers l'avenir. Les thèmes qui apparaissent, on a à peu près eu 28 400, m'a-t-on dit tout à l'heure, réponses au questionnaire que nous avons fait auprès de nos membres. Les thèmes qui remontent sont classiques, à gauche, c'est la question écologique, en tout cas celle du réchauffement climatique, c'est la question du travail, des inégalités, mais tout ça tourne toujours autour du même sujet. Nous sommes dans des sociétés où finalement l'argent ou la richesse créée par le travail ne cesse de diminuer, l'argent qui fait de l'argent, lui, ne cesse d'augmenter, tout ça contribue de moins en moins et au service public et à l'amélioration des conditions de vie. Et nous allons travailler à un projet
projet délibérément européen, authentiquement démocratique au sens où la question qui se pose pour nous, c'est le pouvoir réel qu'ont les citoyens sur leur vie et la vie de la collectivité. Et nous allons nous installer comme une force politique à gauche incontournable dans les années à venir. Merci Benoît Hamon d'être venu ce matin au micro Merci à vous. d'Europe 1. Europe 1.